Bonsoir et surtout heureux de vous retrouver dans cette autre édition donc du Point Diaf TV avec au menu un grand homme. Il est ancien président de la Chambre des notaires du Cameroun et des notaires d'Afrique. Il est secrétaire général de l'association du notariat francophone. Il est cofondateur de la fondation Urgence Identité Afrique, dont il est le président du comité de gestion. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont un en 2001, La Terre, un droit humain, édition d'une autre préfacée par les anciens présidents Jacques Chirac et Abdou Diouf, qui traite de l'épineux problème du foncier en Afrique. Et il a surtout écrit un deuxième ouvrage qui traite de l'autre épineux problème en Afrique, qui est celui dont on parlera abondamment cet après-midi, celui donc de la difficulté à établir les actes de naissance. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, j'ai donc l'honneur cet après-midi de recevoir sur ce plateau Maître Arissou. Maître Arissou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Diaf TV. Bonjour. Bonjour à tous vos spectateurs. Merci. Alors, Maître Arissou, vous nous rassurez bien que c'est bien depuis l'extrême nord qu'on vous a en direct cet après-midi. Oui, dans mon salon à Maroua. À Maroua. Waouh, bravo. Alors, Maître Arissou, nous parlons aujourd'hui des questions qui vous sont chevillées au corps. Le foncier et les difficultés à établir les actes de naissance dans plusieurs régions d'Afrique et notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord et même la Damawa, et même ailleurs au Cameroun. Maître Arissou, avant donc de nous plonger dans ce que vous avez déjà proposé comme solution à cette problématique, est-ce que vous pouvez nous planter le décor réel? C'est quoi ce problème que vous d'ailleurs vous conseillez dans un livre que vous appelez les enfants fantômes, ce problème d'acte de naissance? Juste pour qu'on comprenne déjà, c'est quoi ce problème lié donc aux actes de naissance des enfants que vous avez baptisé les enfants fantômes, parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance? Oui, merci. Vous savez, l'état civil, c'est-à-dire les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage, ne ressortent pas de la culture africaine. Donc, nous, c'est la famille, c'est le village, et puis on s'arrête là. Tout le monde connaît tout le monde, on connaît les origines de tel ou autre, à partir de sa famille, à partir même des lignées. Il y a des lignées en Afrique de l'Ouest, il y a des lignées de forgerons, des lignées de bouchers, des lignées de ceci, de cela. Ceci est parti des grands mouvements des sultanats, des royaumes, etc. Donc, c'est l'Occident, avec son arrivée, qui a instauré l'état civil. Donc, l'état civil, c'est les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage, etc. Mais le problème sur lequel je me suis penché, sur lequel je me penche depuis des années, c'est le problème des actes de naissance. En effet, en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, il y a 95 millions d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Ils sont à peu près 280 millions, parce que l'Asie et l'Amérique latine aussi sont concernés. En Europe et aux États-Unis, en Occident, l'acte de naissance, le problème d'acte de naissance ne se pose pas. C'est devenu, c'est inséré dans les habitudes. Dès qu'on naît, on a un acte de naissance. Or, vous comprenez donc que les 95 millions d'enfants africains qui n'ont pas d'acte de naissance n'existent pas juridiquement, n'existent pas officiellement. C'est des enfants invisibles, c'est des enfants fantômes. Or, aujourd'hui, nous avons vu nos parents, tous ceux qui sont nés avant les années 60, avant les indépendances, et même bien après les indépendances, n'ont pas d'acte de naissance. Donc, si un enfant veut aller à l'école, il n'a pas d'acte de naissance, il n'existe pas. Si les grands arrivent à obtenir des cartes nationales d'identité pour se faire établir les papiers officiels tels que les patentes, tels que les passeports, tels que ces autres papiers, les enfants, eux, il y en a beaucoup qui ne vont même pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance.
ou bien qui vont à l'école, mais arriver au CM2, au moment de constituer les dossiers des examens de CEP et d'entrée en 6e, on constate qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Donc, ils auront fait 6 ans, 7 ans d'école pour rien. Donc, pour ceux qui sont chanceux, ils reprennent l'année d'après, si leurs parents sont consciencieux, leur font les actes de naissance parce qu'ils auront raté, quel que soit leur niveau, quel que soit, même s'ils sont les meilleurs de la classe, ils ne pourront pas faire des actes de l'examen parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Puisque pour faire l'examen, il faut être identifié. Et pour être identifié, tout commence par la déclaration de naissance, l'enregistrement de cette naissance et l'établissement des actes de naissance. Voilà, donc on se retrouve avec des milliers de personnes, d'adultes, mais surtout des enfants, qui se retrouvent sans acte de naissance. Ces enfants sont invisibles. Ils sont fantômes, c'est pour ça qu'on les appelle les enfants fantômes. Parce que ils existent physiquement. On les voit passer, leurs parents savent qu'ils ont des enfants. Tout le monde sait qu'ils ont des enfants, mais ces enfants n'existent pas officiellement. Voilà donc la problématique, voilà donc le phénomène auquel on se retrouve. Et comme les conséquences de cette situation extrêmement grave, nous avons donc... effectivement, Maître, on va y arriver effectivement, mais vous venez là de planter le décor de cette problématique de l'absence ou alors de la non-existence d'actes de naissance chez certains enfants dans le monde, en Afrique et en particulier au Cameroun. Je pense que vous convenez avec moi que ce problème est davantage rencontré en Afrique, au Cameroun, je veux dire dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Mais, Maître Arissou, est-ce que quand on a compris dans cette problématique, vous pouvez nous dire également quelles sont les réelles causes de cette situation quand on sait que chaque citoyen est astreint par la loi de déclarer ses naissances, de déclarer les naissances qui surviennent dans sa petite famille. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'alors qu'il y a une loi qui punit sévèrement la non-déclaration d'une naissance, que des gens continuent à faire des enfants sans déclarer les naissances, sans déclarer leur naissance? Oui, c'est que d'abord, pour les parents, les premiers responsables, c'est les parents. Parce que, effectivement, comme vous le dites, dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, c'est les régions les plus touchées par ce phénomène. Pourquoi d'abord? Expliquer pourquoi elles sont les plus touchées. Il faut comprendre que c'est la même chose dans les États, les partis du nord et les partis musulmans des États africains. Parce que les colons ont commencé par la côte, à s'installer par les côtes africaines. Et dans l'heure, vous savez très bien, je ne veux pas vous apprendre l'histoire, hein, vous savez très bien que les colons sont arrivés accompagnés des missionnaires. Dans leur bagage, il y avait la Bible, et ils ont donc, c'est eux qui ont installé les écoles. Donc, et c'est eux qui ont amené l'état civil. Et vous savez que ça a pris du temps, une centaine d'années, pour certains plus, pour qu'ils entrent dans l'interland, dans le pays. Donc, les populations qui sont sur les côtes, que ce soit la côte camerounaise, la côte ivoirienne, la côte gabonaise, la côte sénégalaise, toutes ces côtes-là qui ont été côtoyées les premiers par les colons, l'acte de naissance y est arrivé. Les autres, avec l'arrivée avec l'islam qui s'était installé dans le nord, l'extrême nord et l'Adamawa, les gens considéraient que l'école, c'était une affaire de missionnaires. Que si vous amenez votre enfant à l'école, ça veut dire qu'il devient chrétien. Ça, c'était ça dans l'esprit, dans la culture même. C'était ancré dans la culture des populations. Si bien que les chefs traditionnels n'amenaient pas leurs enfants à l'école dans ces zones-là. Parce qu'ils considéraient que l'école, c'était une affaire des chrétiens. Donc, on voulait sortir les enfants de l'islam. Quelqu'un qui allait à l'école était considéré comme quelqu'un qui voulait entrer dans le christianisme. Donc, ce qui a fait que dans toutes ces régions-là, on a négligé les actes de naissance. Et puis, donc, à partir de l'indépendance, les gouvernements successifs n'ont pas donné une volonté politique qui a installé ce phénomène-là.
Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons, je vous dis, par exemple, à l'extrême nord, l'année dernière, 37 000 enfants n'ont pas composé l'entrée en sixième et le CEP parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Donc, vous comprenez, il y a donc la responsabilité, c'est d'abord, évidemment, c'est l'État, puisque l'État est le premier responsable. C'est le rôle régalien de l'État que d'établir des actes de naissance aux enfants. Donc, il y a ce manque de volonté politique qui essaie d'être rattrapé par l'État, puisque l'État a quand même créé le BUNEC, qui est un établissement public qui est chargé de résoudre ce problème d'acte de naissance. Mais le BUNEC, peut-être qu'on va y revenir, mais le BUNEC a des résultats mitigés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème, on cherche des solutions, mais ces solutions qu'on cherche ne sont pas les meilleures parce qu'il y a beaucoup de cacophonie, il y a beaucoup d'opportunistes qui se sont inspirés. Et il y a beaucoup d'opportunistes qui ont trouvé moyen de se faire un peu de sous par-ci, par-là, et les résultats attendus, les résultats obtenus ne sont pas ceux qui étaient attendus. Voilà un peu les causes, mais la principale cause, c'est l'irresponsabilité des parents, l'inconscience des chefs de famille, qui ne considèrent qu'avoir un acte de naissance, c'est vraiment important. D'accord. On a compris donc dans les différentes causes que vous énumérez, vous convoquez la responsabilité de l'État. Mais Maître Aïssou, il faudrait peut-être pour qu'on comprenne bien à quel niveau se situe cette responsabilité de l'État. Quand on sait que on a bien des services d'état civil au Cameroun aujourd'hui, dans chaque région, dans chaque coin et recoin de notre pays, à moins que vous apportiez un démenti là-dessus, l'État a mis effectivement en place le BUNEC, qui est le bureau de l'état civil. Qu'est-ce qui, selon vous, continue à faire que vous convoquiez l'État comme responsable majeur de cette difficulté à faciliter l'établissement des actes de naissance pour les enfants du Nord, extrême Nord, Adamawa par exemple? L'État, oui. Parce que, premièrement, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle régalien de l'État. C'est l'État qui établit les actes de naissance à travers les collectivités locales décentralisées que sont les communes. Mais si les parents ne viennent pas établir les actes de naissance dans les bureaux d'état civil, que peut faire l'État? Premièrement, l'État doit avoir une législation. Avoir une législation qui favorise l'établissement des actes de naissance par la simplicité et par la gratuité. Ce n'est pas fait. Il y a beaucoup de corruption. Les centres d'état civil ne sont pas à proximité. L'État devait installer les centres d'état civil, les collectivités locales devaient installer les centres d'état civil à proximité des populations. Parce que si vous devez faire 50, 100 km pour aller établir l'acte de naissance à votre enfant et que vous trouvez que on vous dit que vous devez payer, vous payez, on vous dit de revenir dans une semaine, vous revenez, on vous dit que l'agent d'état civil est en deuil, il n'est pas là, il est hospitalisé, il n'est pas là, vous passez 2 ou 3 fois et puis vous abandonnez, les parents abandonnent. Donc l'État n'a pas pris ce problème-là au niveau où il doit être pris. Parce que quand vous voyez les lois sur la décentralisation, on vous donne les pouvoirs des maires, les pouvoirs des régions, etc. Dans les mairies, on leur donne tous les pouvoirs possibles. On parle du budget, on parle de la gestion, on parle des élections, on parle des modalités de désignation, mais il n'y a pas un chapitre à part dans tous ces textes qui réserve une place qu'elle mérite, une place qu'il mérite à l'état civil. Parce que l'état civil, tout commence par l'état civil et tout finit par l'état civil. C'est pour ça que je dis que l'État est le responsable premier. Donc, l'État doit, en plus, l'État doit faire le BUNEC et tous ces démembrements ne font pas assez de mobilisation, pas assez de sensibilisation. Imaginez, au Nord Cameroun, que la loi dise que tout imam qui va baptiser un enfant, puisque dans toutes les zones musulmanes, dans tout le Nord, tous les musulmans baptisent leur enfant au 7e jour. Tout imam ou tout chef de quartier ou tout chef traditionnel
qui va baptiser un enfant sans qu'il n'ait acte de naissance aura une sanction pécuniaire, amende ou pénale ou tout ce que vous voulez. Les gens vont faire attention. Mais on peut baptiser un enfant, on fait les fêtes. Les parents souvent dépensent, égorgent des bœufs, des moutons, dépensent beaucoup d'argent pour baptiser leur enfant alors que cet enfant n'a pas d'acte de naissance. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par la législation. Heureusement que l'Assemblée parlementaire francophone avec laquelle j'ai beaucoup travaillé a adopté en octobre 2019 un projet de loi cadre sur l'état civil où ils ont insisté, dans la loi, il y a des dispositions qui insistent sur la gratuité, sur la simplicité. Il y a aussi une disposition qui permet aux États de prendre des sanctions, chacun adapté à son pays, selon ses populations, selon ses coutumes, selon ses contingences, à adopter des sanctions. Donc, j'espère que le Parlement camerounais, qui est membre à part entière de l'association des parlementaires francophones, va se saisir de ce dossier et va implémenter cette loi-là dans le corpus législatif du Cameroun. Mais je suis pas pessimiste, mais un peu déçu, parce que l'Assemblée nationale du Cameroun a organisé il y a un mois et demi, là, une grande réunion à l'Assemblée, une grande réunion sur l'état civil. Bon, ils savent très bien que je suis d'accord, personne n'est prophète chez soi, mais nous assistons ensemble avec le vice-président Hilarion et les autres à les assemblées de parlementaires francophones. Mais je n'ai pas été appelé, je n'ai pas été invité à venir avec toute l'expérience que j'emmagasine. Je ne demande pas d'être payé, mais je n'ai pas été invité pour aller donner mon avis ou aller faire une petite présentation, un petit exposé aux parlementaires pour leur montrer l'importance de ce sujet et aussi leur proposer des solutions pour arriver à des résultats optimaux. Bon, mais je le répète, nul n'est prophète chez soi, mais donc parce que moi je suis un homme de terrain, je suis théorique et pratique. Théorie parce que j'ai écrit là-dessus, j'ai étudié le sujet, et je suis un homme de terrain parce que je suis du Nord. Je suis originaire du Nord, né à Garoua, vivant à l'extrême Nord depuis 40 ans. Donc je connais les problèmes. Donc, alors, qu'on organise un forum de ce genre-là et qu'on ne m'appelle pas, c'est quand même un peu gros. Et d'autres ressortissants du Nord, vous convenez avec nous quand même qu'on peut vous retorquer que d'autres ressortissants du Nord ont pris part à ce forum. Je rappelle quand même que le président de l'Assemblée nationale était ressortissant du Nord. Alors, concrètement, pensez-vous qu'on ostraciserait les gens qui ont la compétence dans ce domaine-là? Je rappelle quand même que vous êtes aussi le secrétaire général de l'association du notariat francophone et qu'en plus de ça, vous êtes cofondateur de l'Urgence Identité Afrique. C'est quand même des titres qui font de vous quelqu'un qui connaît le terrain. Vous pensez que vous êtes ostracisé? Vous parlez du président de l'Assemblée nationale. Je suis sûr que dans sa zone, vous allez trouver des milliers d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Il est président de l'Assemblée nationale, mais le problème ne l'intéresse pas. Je suis désolé parce que on se connaît très bien. Il ne m'a jamais dit un jour, on se rencontre dans les avions, dans les aéroports. Quand il a un deuil, quand il a des problèmes, je vais le saluer. Il se connaît. Il ne m'a jamais approché pour me dire, mais votre histoire d'acte de naissance, là, c'est quoi? Comment on peut faire pour que les enfants ici aient des actes de naissance? Ce n'est pas à moi d'aller me rapprocher du président de l'Assemblée nationale pour lui proposer des solutions. Moi, je ne suis pas un élu. Moi, je fais ce que je peux et je suis panafricain, moi. Je me situe. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais il y a quelqu'un, un grand frère qui est décédé, Mazou, qui m'a vu à la télévision sénégalaise en octobre 2019, parce que j'avais fait une mission en Casamance. Alors, il m'a demandé, pourquoi est-ce que, Maître Aris, pourquoi vous ne faites rien pour le Nord? Le Nord ne m'a pas, les autorités ne m'ont pas cherché, je ne peux pas m'imposer, je ne demande rien, mais si on ne m'appelle pas, je ne veux pas aller mendier ou quémander le fait de m'occuper des problèmes de ma mission. Donc,
Après, on va me taxer que je veux un poste politique, que je veux déstabiliser, que ceci, cela. Oui, pas. Tant qu'on ne... oui, voilà, tant qu'on ne m'appelle pas, je reste dans mon coin. Je comprends très bien. Je rappelle que tout le monde se rappelle également de votre histoire. On vous a détenu pendant plus de 2 ans en prison pour des velléités de déstabilisation du Cameroun. Est-ce que ce n'est peut-être pas pour cette raison-là qu'on a peur de se rapprocher de vous pour ces questions pourtant importantes qui minent la jeunesse du nord, de l'extrême nord au Cameroun? Oui, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner la raison. Vous me demandez le sexe des anges, mais ça c'est certainement, il y a une partie, peut-être que le fait que j'en parle, ça peut gêner politiquement, mais moi je suis de la société civile, je n'ai pas de parti politique, et je vais là où on a besoin de moi. Heureusement qu'on a besoin de moi un peu partout en Afrique, un peu partout. J'offre mes compétences à ceux qui ont besoin de moi. Je ne veux pas aller m'imposer. Donc moi, si l'Union européenne, dernièrement, le responsable des associations, des associations civiles de l'Union européenne est venu à Marois, il m'a cherché, il m'a demandé des conseils, je les lui ai donnés. Donc moi, s'ils ont besoin de moi, ils m'appellent, et je rends service à mon pays, comme je rends service à tous les pays africains. Donc, je suis nomade, hein. Je suis de tous les pays africains. Ok, si on a bien compris, c'est qu'il y a une mauvaise démarche dans la manière d'adresser cette problématique de la difficulté à établir des actes de naissance dans le nord, l'extrême nord et probablement la Damawa. Pour vous, il faut déjà se soucier de la difficulté à se rendre dans des centres d'état civil qui sont en charge de la prise en compte des déclarations de naissance. Et vous ajoutez à cela les problèmes de corruption. Vous dites que des gens constamment sont appelés à soit à monnayer ou alors à payer pour les services qu'ils ne reçoivent pas en retour. Ensuite, vous continuez en alléguant. C'est une allégation, je préfère formuler ainsi la chose. Vous alléguez que on adresse aussi très mal la problématique en n'allant pas vers les personnes expertes en la matière. Vous, effectivement, revenez sur l'organisation par l'Assemblée nationale d'un moment d'échange sur cette question, alors que vous n'avez pas été approché. Est-ce que j'ai bien résumé ce qui, selon vous, est le problème dans ce que l'État a à faire ou fait pour résorber cette situation de la difficulté à établir une acte de naissance? Tout à fait, une très belle synthèse. Vous avez fait une très belle synthèse. Donc maintenant, vous avez juste oublié la sensibilisation. La sensibilisation. Alors justement, sur la sensibilisation... Une mobilisation générale sur le sujet. Il faut une Maître Aissou, qu'est-ce qui fait que la sensibilisation ne suive pas quand on sait que le Bureau national de l'État civil, le BUNEC, qui est un démembrement de l'État et qui travaille, n'est-ce pas, en collaboration avec le MINAT, qui est assez compétent en matière d'état civil et de collectivité dans l'établissement des actes d'état civil, qu'est-ce qui fait que leur action sur le terrain ne soit pas prise en compte? Pourtant, on a bien souvenir du BUNEC qui s'était mobilisé non seulement pour faire des statistiques sur les actes de naissance, mais aussi pour promouvoir la prise de conscience de la nécessité d'établir l'acte de naissance de son enfant à la naissance. Qu'est-ce qui fait problème? Le problème, c'est que le BUNEC et toutes les associations avec lesquelles le BUNEC travaille ont pris le problème au milieu. C'est la dernière, ils ont laissé l'amont, ils ont pris l'aval. Qu'est-ce qu'ils font? Ce que le BUNEC fait, c'est d'aider à faire des actes de naissance à travers des jugements supplétifs. Donc, les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, on leur montre un dossier médical pour donner les âges apparents, on leur montre des requêtes pour aller au tribunal. Ils aident les associations qui font cela, déposent les dossiers des requêtes au tribunal pour pouvoir obtenir aux enfants des jugements supplétifs. Parce qu'au Cameroun, après 2 mois, si l'enfant naît, après 2 mois, il n'est pas déclaré,
on est obligé de lui établir un jugement supplétif pour pouvoir lui obtenir un acte de naissance. Donc le BUNEC s'est beaucoup plus appesanti sur les jugements supplétifs. Or, avec la sensibilisation, en amont déjà, il faut que chaque enfant qui naisse puisse être déclaré avant les 2 mois. Donc il faut sensibiliser. Je viens de coordonner, d'un des coordonnateurs d'une opération au Niger avec l'OIF. Nous avons, au mois de septembre, malgré la saison de pluie, malgré l'état des routes, malgré que les gens étaient dans les travaux champêtres, nous avons fait dans la région de Zender, dans les communes de Facha, de Ouacha et de 2 communes, 3 ou 4 communes, là, nous avons établi 5000 actes de naissance en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est faisable. Mais la sensibilisation, c'était des caravanes qu'on a organisées. C'était les associations de la société civile ont organisé des caravanes. Donc, le BUNEC devait associer les associations, les syndicats des instituteurs, associer les associations des sages-femmes, les associations des femmes rurales, etc. Mettre tout le monde dans le bain. Et les sociétés, les associations, la société civile, je vais dire, tout le monde, tous les acteurs qui opèrent dans le domaine de l'état civil doivent être mobilisés. Parce que, par exemple, à Kolda, dans la région dans la Casamance, à Kolda, c'est la même configuration géo-ethnique que le Nord Cameroun. Mais nous avons constaté là-bas que les plus forts, les plus compétents, les plus efficaces, ce sont les instituteurs. Parce qu'il faut distinguer 2 catégories d'enfants. Il y a les enfants qui sont scolarisés. Ceux-là, ils sont identifiés. On sait que dans telle classe, il y a tel nombre d'élèves qui sont là et il y en a tel nombre qui n'ont pas d'acte de naissance. Ils sont identifiés, même s'ils n'ont pas d'acte de naissance. Donc, si on commence, on mobilise, on peut tous leur délivrer les actes de naissance parce qu'ils sont déjà identifiés. Ils sont identifiés, mais ils n'existent pas officiellement. Ils sont dans la classe, mais ils n'ont pas d'acte de naissance. Donc, ils sont identifiés, mais ils n'existent pas. Ça, c'est un. Et la deuxième catégorie, c'est les enfants qui ne sont pas scolarisés. Les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui sont dans les madrasas, dans les écoles coraniques et tout ça, ils n'ont pas d'acte de naissance. Ceux qui pilulent dans les rues de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré et même de Yaoundé et de Douala. Parce que si vous voyez les petits mendiants de Yaoundé et de Douala, tout ça, c'est des enfants, c'est des nordistes. C'est des enfants du Nord qui y vont parce qu'ils ont été, leurs parents ne leur ont pas fait des actes de naissance. On les amène dans les écoles coraniques. À partir de 5 ans, 6 ans, ils ne vont pas à l'école, ils vont dans les écoles coraniques. Après, quand ils ont le maître coranique peut les maîtriser, mais quand ils deviennent adolescents, à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils disparaissent, sans acte de naissance. Et tenez-vous bien, hein, ceux que Boko Haram recrute, c'est parmi eux. Donc, c'est pour ça que je dis que l'État n'a pas pris la mesure, la dimension de ce problème. Si l'État avait pris la dimension de ce problème, c'est dommage que c'est l'Union européenne, c'est les organisations internationales qui ont plus conscience de ce problème que l'État lui-même. Alors, Maître Aïssou, quand vous parlez de l'État, nous avons souvenir qu'en 2016, par le truchement de ce qu'ils ont appelé le cinéma ambulant, le ministre de l'AT avait organisé une campagne de sensibilisation à l'inscription aux états civils. Est-ce que pour vous, cela ne participe pas des actions de l'État pour conscientiser les gens sur l'importance de l'établissement d'un acte d'état civil à son enfant? Est-ce que le problème finalement n'est pas dans la culture? Est-ce que le problème n'est pas dans la culture finalement des Camerounais, quand on sait qu'au nord, ou à l'extrême nord, d'où vous êtes originaire, la femme en général ne se soucie pas d'établir l'acte de naissance de son enfant? Oui, ça c'est clair. La culture, ça c'est exactement, il y a la culture. Mais le fait, l'État, malheureusement au Cameroun, l'État agit par effet d'annonce. On peut faire une opération une fois, dès que c'est passé à la télé, on en a parlé,
c'est fini, on ne revient plus dessus. Ça, c'est une politique d'effet d'annonce. Il faut que l'État, c'est pas une affaire, c'est pas un coup de poing qu'on donne une fois et puis c'est fini. C'est la régularité, la constance dans l'opération. On ne peut pas faire une fois, on a fait une fois, c'est fini. Il faut le faire régulièrement. Non seulement le faire régulièrement, il faut identifier les acteurs qui font le blocage. Il faut aussi former les agents communaux. Il faut faire une loi. La loi de 1904, le Cameroun a l'une des meilleures lois en matière d'état civil. La loi de 1981, que le président Ahidjo a fait, l'ordonnance que le président Ahidjo a signé en 81, avant de quitter le pouvoir. Au Cameroun, la femme peut aller déclarer son enfant à la mairie. Mais nous sommes dans une société patriarcale. Si une femme s'amuse à aller déclarer l'enfant sans l'avis de son mari, je vous assure qu'elle sera répudiée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut une sensibilisation constante de toutes les heures, de tous les moments, pour qu'on sache que on ne parle pas des enfants de la vie. Une femme qui est fonctionnaire, une femme qui travaille dans une banque, etc., elle peut s'amuser à aller inscrire son enfant si le mari ne le fait pas. Mais dans les zones rurales, dans les campagnes, les femmes paysannes, les femmes rurales, elles n'ont pas voix au chapitre. Elles doivent d'abord, c'est le mari qui est responsable, le chef de famille. Mais vous parlez des femmes, mais au Cameroun, le chef de famille, c'est qui? Quand on se marie à la mairie, on remet le livret de famille à qui? Le maire remet le livret de famille au mari. Et il déclare officiellement, publiquement, que c'est lui le chef de famille. Donc, nous ne disons pas ici que peut-être le ministre, le président de la République, mais ce n'est pas eux qui descendent sur le terrain. Mais en tant que chef, ils sont responsables de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, il faut aussi former. Il y a aussi le côté formation. Est-ce que les agents d'état civil sont formés? Est-ce que les préposés à l'écriture sont formés? Est-ce que les greffiers sont formés? Est-ce que tout ça, c'est un tout. Vous questionnez là tout le fonctionnement de l'État, c'est ça? Non, j'ai dit que c'est un tout. C'est pour ça que nous, on a créé, même les privés doivent se mêler de ça, parce que on n'a pas abordé un sujet. Et on n'arrive pas jusqu'à présent au Cameroun à utiliser les nouvelles technologies de l'information. Oui, on allait arriver, c'est la solution, on arrive, ce sera le futur point. On arrivera sur les solutions tout à l'heure. Nous sommes encore là pour... nous sommes encore au stade où on veut comprendre pourquoi on en est là. Oui, l'État jouant son rôle. Je dis que c'est l'un des rôles régaliens de l'État. Un privé, si une société privée ne peut pas venir donner des actes de naissance, ils seront faux. Parce que c'est les officiers publics qui donnent les actes de naissance. Qui dit officier public dit responsabilité de l'État. Donc c'est pour ça que je dis que l'État a un rôle à jouer. Les élus aussi ont un rôle à jouer. D'accord, Maître Aïssou. Alors, Maître Aïssou, on a bien compris. Alors, Maître Aïssou, pour qu'on comprenne bien, même si comparaison n'est pas raison, qu'est-ce qui est fait ailleurs? Est-ce que vous qui donc sillonnez l'Afrique sur ces questions-là, pouvez-vous partager avec nous ce qu'on fait ailleurs, au Niger, au Sénégal, comparativement à ce qu'il fait au Cameroun? Très bien. Vraiment, ça c'est une très bonne question. Effectivement, au Sénégal, il y a une multiplicité, une diversité de stratégies entre les pays. Au Sénégal, par exemple, au niveau du ministère de la décentralisation, ce que je vous disais, on a créé une direction générale de la décentralisation, une direction générale au ministère de la décentralisation sur l'état civil. Ça s'appelle la direction générale de l'état civil. Donc, c'est cette direction générale qui a un directeur général à sa tête qui s'occupe du problème d'état civil. Et cette direction générale travaille avec l'UNICEF, en étroite collaboration avec l'UNICEF, en étroite collaboration avec certaines organisations comme Plan International, mais surtout l'UNICEF, pour résoudre ce problème. Il y a une direction générale qui s'occupe de ce problème. Et au Sénégal, la mobilisation a été faite avec tous les acteurs. Par exemple, je vous dis au Sénégal, un imam doit déclarer la naissance d'un enfant dans la zone de Kolda, par exemple.
Bon, on a installé, avec ça, ils ont installé des ordinateurs. Il y a des ordinateurs dans toutes les mairies avec des logiciels adaptés pour les actes de naissance, pour l'archivage. Au Niger, par exemple, la société civile, l'État a mobilisé la société civile, l'État a mobilisé la justice, l'État a mobilisé l'association des notaires francophones, la Commission nationale des droits de l'homme, etc. Tout le monde est mobilisé. Il y a une mobilisation générale. Parce que vous savez que le Niger est le pays qui a le plus grand pourcentage de natalité dans le monde. Donc, ils ont compris l'importance de l'acte de naissance. Il y a des pays comme le Bénin. Le Bénin a fait une loi sur la gratuité, a fait une loi spéciale sur l'état civil. Donc, c'est ça qu'on attend qu'on fasse dans notre pays. Et les parlementaires francophones, je vous dis, ils assistent à toutes ces réunions. Et même, il y a une réunion à l'Union africaine où le représentant du ministère de l'AT a assisté il y a quelques années, qui a été organisé par les cités et les villes, l'organisation des cités et les villes, dont c'est un Camerounais qui est d'ailleurs secrétaire général, qui a organisé cette réunion, et ils ont assisté. C'est que quand on rentre, on fait comme si ça n'existait pas. Donc c'est ça le problème. On peut faire mieux parce que nous avons une ressource humaine extraordinaire. Bon, mais ça, je dis, c'est pour ça que je reviens à la volonté politique. D'accord, c'est noté. Donc, on a vu avec vous donc, ce qui se fait ailleurs. Alors, Maître Aissou, est-ce que cela supposerait, quand vous entendez donc tous ces bruits autour de la, je veux dire, de la possibilité de faire en 2 jours désormais un passeport ou une CNI, est-ce que pour vous cela relève un peu de l'enfumage? Parce que les enfants ne sont même pas capables d'avoir des actes de naissance et on parle de faire une CNI ou un passeport en 2 jours. Quel est votre commentaire dans ce débat? Je suis désolé, je n'ai pas de commentaire là-dessus parce que moi, c'est possible. Si ça se fait ailleurs, c'est possible. Non mais Maître Aissou, si vous me permettez, Maître Aissou, vous devez avoir un commentaire. On est d'accord à vous avoir écouté que l'acte de naissance, c'est le premier diplôme d'un individu. On ne peut pas compter les têtes d'un pays sans acte de naissance. Vous êtes d'accord avec moi que sans acte de naissance, vous ne pouvez pas faire une CNI? Vous ne pouvez donc pas me dire que vous n'avez pas de commentaire à faire? Non, on ne s'est pas compris. Je n'ai pas de commentaire à faire sur les passeports, mais j'ai les commentaires juridiques. Je suis un juriste, je suis un expert. Je peux me targuer sans flagornerie, sans vraiment prétention, être un expert dans le domaine de l'état civil, puisque je suis considéré tel quel dans d'autres pays et dans d'autres organisations internationales. Donc, je dis qu'au point de vue juridique, vous avez vu, il y a quelques années, quand on a constaté que nous sommes 25 millions de Camerounais, mais il n'y a que 4 millions qui sont inscrits sur les listes électorales, les partis, en tête, le RDPC en tête, et les autres partis politiques se sont mobilisés pour inscrire les électeurs sur les listes, les populations pour qu'ils soient électeurs sur les listes électorales. Tout à fait. Ils n'ont rien demandé. Il y en a même qui sont allés verser l'argent directement dans les polices. Il y a des petites villes comme Fotokol, non, pas Fotokol, comme Kolfata, c'est la ville d'origine du ministre Amadou Ali, qui avait même 2 postes d'identification. On a, comme ça n'a pas été fait avec des études, on voulait juste que les gens s'inscrivent pour voter, pour augmenter le nombre d'électeurs sur les listes électorales de Elegam. On est arrivé à quel résultat? Puisque ça n'a pas été étudié. On s'est rendu compte que, d'ailleurs, tous ces gars, ils ont eu tous ceux qui sont allés faire les cartes nationales d'identité, ils ont retiré le récépissé. Ils ne sont même pas revenus retirer leur carte nationale d'identité. Pourquoi? Parce que pour eux, avoir la carte d'identité, ce n'est pas pour aller s'inscrire aux listes électorales, c'est pour échapper à la police, au contrôle de police et de gendarmerie. Donc, on a augmenté le nombre d'électeurs, d'ailleurs pas assez, mais on n'a pas augmenté les détenteurs de carte nationale d'identité. Et ce qui est grave, en plus, on s'est rendu compte, quand le phénomène de Boko Haram a éclaté, on s'est rendu compte que tous les gars qu'on arrête, les Boko Haram, qu'on arrête, ceux qui font transiter les armes du Tchad, de partout, du Soudan au Nigeria, à travers le Cameroun, quand on les arrête, on constate qu'ils ont des actes, des cartes nationales, des récépissés
et des cartes nationales d'identité camerounaises, alors qu'ils sont des Nigérians. Donc, c'est grave parce qu'on a bradé la nationalité camerounaise. Voilà. Vous comprenez? On a bradé la nationalité camerounaise dans cette opération-là. Et le résultat obtenu, c'est quoi? Après, on dit non, on ne donne plus, les récépissés ne sont plus valables. On a donc tous ceux qui ont des récépissés, dans le Nord, on dit non, les récépissés ne sont pas valables. Allez refaire les actes nationaux, les cartes nationales d'identité. Et puis, les 3/4 de ces gens n'ont pas d'acte de naissance. Donc, ils sont obligés d'aller refaire avec les anciennes cartes nationales d'identité. On peut dire peut-être que ce qui est fait est fait, mais tout devait partir juridiquement de l'acte de naissance. Tout à fait. On ne peut pas délivrer, on peut pas donner. On peut dire que 15 ans, 20 ans après l'indépendance, on pouvait favoriser les gens à obtenir des cartes nationales d'identité parce qu'ils doivent. Bon, il y a le problème social. Si les gens ne travaillent pas, ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Mais ça peut durer un temps, ça ne va pas durer éternellement. On ne peut pas continuer à remettre, 60 ans après l'indépendance, à parler des problèmes de carte nationale d'identité, à parler des problèmes de passeport. C'est quand même, à mon avis, un problème qu'on aurait dû dépasser. Oui, donc, voilà entre autres problèmes, entre autres conséquences de cette situation, c'est la perméabilité de nos frontières, c'est la difficulté à gérer un peu les entrées dans notre pays. Et quand on sait ce que nous avons en ce moment comme problème au nord, à l'extrême nord, à l'est, avec Boko Haram et de l'autre côté avec la Centrafrique, vous êtes là en train de nous dire que la question de l'acte de naissance est ici principale. Absolument, absolument, c'est ce que je dis. Donc, quand je vois, souvent je rigole, excusez-moi monsieur Ngassa, je rigole, parce que quand je vois les gens parler d'allogènes, d'autochtones, etc., des faux problèmes, alors qu'il y a des Nigériens au Nord Cameroun qui sont des conseillers municipaux, qui sont des adjoints au maire. Tout le monde sait que c'est des Tchadiens, c'est des Nigériens. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont les cartes nationales d'identité camerounaises. Comment ils ont fait pour les avoir? Être candidats, puisque s'ils présentent leur dossier, mais la population sait que tel, il est Nigérian, tel, il est Tchadien, tel, il est à Maroua ou à Garoua ou à Ngaoundéré ou à Maïganga, il n'y a pas... Surtout dans les frontières, dans les zones frontalières, comme les frontières centrafricaines, les frontières tchadiennes ou les frontières nigériennes. On sait que celui-là, ça fait 3 ans, à peine 4 ans, 5 ans qu'il est là. Mais comme c'est un grand commerçant, c'est un bon ceci, cela, il aide le parti, tel ou tel parti. Donc, il arrive à être candidat et monnayant les votes, il devient adjoint au maire, même s'il n'est pas maire. Voilà. Maître Arissou, attention, vous faites allusion à des choses très graves. Seriez-vous en train de nous dire que ces gens deviennent Camerounais parce qu'ils ont un peu d'argent et qu'ils arrivent à arroser les autres? Ou alors, attendez, on ne comprend pas très bien. Comment est-ce qu'on fait pour être Camerounais? On le devient par naturalisation, non? Peut-être qu'ils sont naturalisés. Quand vous avez... Je dis, non, on ne se comprend pas. Quand vous avez une carte nationale d'identité, oui. Est-ce que vous n'êtes pas Camerounais? Mais si, bien sûr. Bon, si vous avez une carte nationale d'identité camerounaise, mais vous êtes Camerounais comme vous et moi, comme vous qui êtes de l'Ouest, moi qui suis du Nord, ou un Atangana, ou je sais pas, un Dika du littoral. Donc, ça veut dire que vous êtes Camerounais. Si vous êtes Camerounais, vous êtes autorisé, c'est votre droit de postuler aux élections, de postuler à un poste électoral. C'est votre droit d'amener votre affaire à l'école. C'est votre droit. S'il y avait les bourses, c'est votre droit d'obtenir une bourse à votre enfant, etc. Vous avez les mêmes droits. Puisque la carte nationale d'identité donne la nationalité. Vous pouvez obtenir un passeport. Quand vous demandez le passeport, vous donnez la photocopie de votre carte d'identité. Est-ce qu'on vous demande votre acte de naissance quand vous demandez un passeport? Si. Non? Oui, avant on le demande. Maintenant, voilà, mais c'est justement avec tous ces problèmes. Moi, quand j'ai fait mon passeport, on m'a demandé, c'est avec la carte nationale d'identité. Donc, ce qui veut dire que la carte nationale d'identité est plus importante que l'acte de naissance. Attends, vous voulez dire alors? Oui, aujourd'hui, la carte nationale d'identité est plus importante que l'acte de naissance. Or, tout devait partir de l'acte de naissance pour arriver. On cheminait de l'acte de naissance. C'est l'acte de naissance qui devait permettre d'avoir la carte nationale. On a bien compris ce point, Maître Arissou. Voilà. Mais il y a un point que vous avez tout à l'heure soulevé. C'est celui des commerçants
on va dire, nigériens, tchadiens, qui parfois candidatent à nos élections locales. C'est ce que j'ai compris, ou bien je l'ai mal compris. Oui, puisqu'ils sont camerounais officiellement, mais tout le monde sait qu'ils sont camerounisés parce qu'ils se sont installés au Cameroun. Alors, et selon vous, ils n'ont pas obtenu la nationalité? C'est parce qu'on s'installe au Cameroun qu'on devient camerounais. Nous pensons qu'au Cameroun, on est en République et que tout le monde devient camerounais par naturalisation. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces gens deviennent camerounais autrement que par naturalisation? Bien sûr. C'est ce que je suis en train de dire exactement. Il y a une procédure de naturalisation. C'est le président de la République qui signe le décret pour naturaliser. Ça veut dire que c'est important. Pour vous naturaliser, c'est le président de la République qui vous signe un décret pour vous naturaliser. Mais dès que vous avez un acte une carte nationale d'identité, vous êtes naturalisé. Je n'invente pas. Vous savez qu'il y a eu une grosse opération il y a quelques années, avant les élections, pour délivrer les cartes nationales d'identité aux Camerounais pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales. À travers cette grande opération, beaucoup d'étrangers ont obtenu des cartes nationales d'identité. Ça, c'est la réalité. Je n'invente rien. Oui, Donc, une véritable... Quand vous avez votre carte nationale d'identité, vous êtes Camerounais. Vous êtes donc électeur et éligible. Bon, quand vous présentez un dossier et que vous êtes élu, vous avez le droit d'être maire, vous avez le droit d'être adjoint au maire, vous avez le droit d'être député. Ici, je pense à Maroua, il y a un cas, mais un cas politique, ça c'est connu. Un Libanais qui est là depuis des années, ses parents, il a une carte nationale d'identité. Il a fait son dossier pour être candidat au sénatorial. C'est l'ELECAM qui a dit que non, il n'est pas de nationalité camerounaise. Et il est là, c'est lui qui a, c'est M. Faisal Mourad, c'est lui qui a développé le football dans l'extrême nord. C'est un grand commerçant, il est connu. Mais on a enlevé son dossier parce que, dit-on, il n'est pas camerounais. Parce qu'il n'a pas eu la naturalisation, il n'a que la carte nationale d'identité. Mais dans d'autres villes au nord, il y en a comme lui, moins que lui. Parce qu'il y a des gens qui se sont installés il y a moins de 10 ans, il y a 15 ans, alors que lui, c'est son père libanais qui est venu au Cameroun, qui sont aujourd'hui conseillers municipaux, qui sont adjoints au maire. Et il n'y a pas eu de poursuite, pour comprendre comment il est entré en possession de la carte nationale d'identité? Eh bien, ce n'est pas mon rôle. Ça, c'était les partis adverses. C'était les partis adverses qui devaient attaquer leur candidature. Mais à Maroua, si le monsieur dont je parle n'a pas pu être sénateur, c'est parce que certains partis d'opposition, ou soit dits d'opposition, ont émis une réserve, ont attaqué. Mais si les autres partis n'attaquent pas sa candidature, le dossier de sa candidature, c'est normal qu'il passe. C'est un véritable problème que cette question de l'acte de naissance au Cameroun en général. Je dis bien en général, parce que là, je vais d'ailleurs vous interpeller sur un autre cas, n'est-ce pas, de ces problématiques d'acte de naissance. Vous devez probablement savoir qu'il existe au Cameroun aujourd'hui des gens qui ont des problèmes avec leur acte de naissance, parce que souvent, quand ils vont constituer un dossier, on leur dit que leur acte de naissance est associé à un numéro qui est supposé unique, pour lequel il y a déjà un autre acte de naissance. Qu'est-ce qui peut faire que dans nos mairies, dans nos bureaux d'état civil, on se retrouve avec des souches supposées uniques qui ont produit plus d'un acte de naissance, Maître Harissou? C'est une situation très grave qui pénalise de nombreuses familles. Oui, il y a le problème du titre foncier aussi. Hein. Oui, on va y arriver. Il y a plusieurs problèmes comme ça au Cameroun. Ce qui fait, c'est que d'abord, c'est le mauvais archivage. Dans une commune dont je ne cite pas le nom, on a entreposé pendant des années les livrets, les dossiers d'actes de naissance, les livres d'actes de naissance, donc, qui sont cotés par le tribunal. On les a par négligence des employés, et puis le maire, tout le monde, le secrétaire général ne s'en sont pas occupés. Il y a eu la pluie, avec les différentes pluies, l'eau a coulé et a détruit tous ces actes de naissance. Si vous n'avez pas la minute de l'acte de naissance, l'original de l'acte de naissance à la commune, vous ne pouvez même faire ni copie, ni duplicata. C'est là-dedans que les gens s'engouffrent pour faire du faux.
et délivrer des actes de naissance, le même numéro à d'autres personnes. Donc, il y a le problème d'archivage. Il faut moderniser l'archivage. Il faut informatiser et sécuriser. Il y a l'OIF qui est prêt à aider dans ce domaine. D'ailleurs, la secrétaire générale de l'OIF aujourd'hui a fait de l'acte de naissance une de ses priorités, sinon la plus grande priorité. Donc, il faut archiver, informatiser, archiver, en numérisant tous les actes de naissance qui sont déjà faits. Il faut les numériser et les archiver et les sécuriser. Bon. Au Sénégal, par exemple, il y a une centrale à Dakar où sont archivés tous les actes de naissance de tous les Sénégalais. Et on a même numérisé. On nous avait montré l'acte de naissance du président Senghor. Bon, il est vrai que là-bas, on leur a su conseiller de multiplier dans les régions cette centrale d'archivation des actes de naissance. Donc, ça, il faut d'abord... deuxièmement, il faut former le personnel. Parce que le personnel, il faut former le personnel pour qu'il sache que faire ce genre... Ça, c'est un faux usage en écriture publique. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous pouvez avoir minimum 3 ans de prison ou même 10 ans de prison, parce que c'est un crime. Bon, donc tout ça là, c'est ça que je dis, il faut prendre la mesure du problème. C'est en discutant comme ça qu'on se rend compte, quand vous vous intéressez du problème, hein, en discutant, vous vous rendez compte que c'est un problème plus grave que ce qu'on ne le pense. Peut-être que même les dirigeants ne se rendent pas compte de la gravité de l'absence de l'acte de naissance, de la gravité de l'absence d'identité. Parce que c'est l'acte de naissance identité. C'est pour ça que notre fondation que nous venons de créer dit Urgence Identité Afrique. Il y a une urgence pour obtenir l'identité en Afrique. Parce que c'est un problème grave. Pour finir, je vous dis au Niger, par exemple, il y a 10 000 enfants qui sont revenus. On dit que c'est des repentis de Boko Haram, etc. C'était des réfugiés Boko Haram qui sont revenus au Niger. Il y a 10 000 enfants. L'UNICEF voulait leur délivrer les actes de naissance. Je leur ai dit attention, je me suis opposé. Pourquoi? J'ai dit non. Vous n'êtes pas sûr que c'est des Nigériens. Il faut d'abord faire une enquête. Et puis, vous leur délivrez les actes de naissance. Il faut aussi les scolariser. Si vous ne les scolarisez pas, à quoi ça sert d'avoir un acte de naissance si vous ne les scolarisez pas? Ils vont aller partir, ils vont avoir une identité, ils vont aller remplir l'exode rural dans les grandes villes. Bon, ça a été étudié, on a soutenu. Et là, je vous dis qu'il y a des pays qui ont pris le problème à bras le corps. Je ne dis pas que ce que le Cameroun fait, c'est mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on n'a pas mesuré, on n'a pas analysé la situation, on n'a pas pris tous les paramètres en compte avant d'implémenter le BUNEC. Voilà. Le Bureau national de l'état civil, le BUNEC, je rappelle. Mais, Maître Arissou, avant donc de déployer ces moyens qui vont contribuer à la numérisation de ces actes de naissance et surtout à un archivage numérique, est-ce que l'idée, qui est d'ailleurs inscrite dans la loi camerounaise, dont la disposition m'échappe, l'idée d'avoir une copie des actes de naissance dans les tribunaux n'aurait pas déjà permis d'endiguer un peu ce problème de double acte de naissance? Parce que la loi dispose que lorsque les actes de naissance sont établis à la mairie, que la copie de toutes ces souches-là soit également déposée au niveau du tribunal. Et cela permet effectivement de se rassurer qu'on a le bon acte avec le bon numéro. Et donc, on évite le problème actuel. Est-ce que ce ne serait pas déjà un début de solution? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait jusqu'ici?